Bonjour à toutes et à tous. Vraiment très heureuse de vous avoir aujourd'hui avec nous pour ce webinaire sur le SEO responsable. Donc, écoutez, vraiment un grand bonheur pour ceux qui, j'imagine qu'une grande majorité d'entre vous connaissent Masse Critique. Masse Critique, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est de provoquer la transformation durable et responsable de l'industrie des communications et du marketing au Québec. Donc, vous comprenez bien que le sujet qu'on va toucher aujourd'hui est vraiment au cœur de ce qu'on pense qui peut nous permettre d'achever ou en tout cas d'entamer une transformation dans nos sociétés. Donc, en fait, on a 1 heure aujourd'hui ensemble pour couvrir donc essentiellement 3 aspects. On va commencer par Géraldine qui va nous expliquer un petit peu l'impact environnemental du numérique, mais très rapidement parce que si vous êtes avec nous aujourd'hui, déjà, vous êtes probablement très au courant. Le deuxième bloc va être de découvrir les grands principes du SEO responsable. Et le troisième bloc, en fait, vous verrez qu'à l'intérieur de la présentation, il y a déjà beaucoup d'outils pour mettre en place des pratiques plus sobres et efficaces. Donc, aujourd'hui, je suis très heureuse. Je m'appelle Valérie Védrine, je suis la présidente et fondatrice de Masse Critique, de recevoir 2 expertes engagées vraiment dans la thématique du numérique responsable. Je vais avoir la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Géraldine Angulo, qui est membre du comité de direction de Masse Critique, mais surtout spécialiste du numérique responsable. Elle va, poser le cadre sur les impacts du numérique et du web pour comprendre pourquoi ça nous concerne tous, rapidement en début d'introduction, en début de présentation. Puis, après, on a la chance d'avoir Alexandra Pinto, donc, qui nous rejoint en direct de Lyon, qui est experte en Green SEO. Donc, vraiment, l'objectif, c'est qu'Alexandra nous partage ensuite vraiment toutes les bonnes pratiques du SEO responsable et surtout beaucoup d'exemples et beaucoup d'outils concrets. Donc, sur un aspect vraiment technique aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, on a beaucoup de contenu à couvrir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de poser vos questions dans le chat pendant le webinaire. On va se garder à la fin 10 minutes vraiment pour répondre à vos questions. Donc idéalement, là, même vers 45 à peu près, je ferai un petit signe à Alexandra pour lui dire qu'il restera 5 minutes. On veut vraiment donner la chance à tout le monde de poser des questions. Et bonne nouvelle pour ceux qui peut-être devraient partir plus tôt ou qui vont arriver plus tard, la session va être enregistrée, sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez la revoir, la partager, vous pourrez le faire sans problème. Donc, je vous invite à vous installer et on va tout de suite commencer avec Géraldine, si tu veux. Je te laisse commencer. Oui, bonjour à tous et à tous. Merci Valérie pour l'invitation et pour me permettre d'aborder le sujet d'un point de vue numérique responsable. Donc, pour bien comprendre pourquoi on parle de SEO responsable, il faut d'abord reposer quelques faits sur les impacts numériques du web. Donc, oui, les émissions des US mondiales de numérique. Partout dans le monde, les agences de numérique gagnent du terrain. Okay, mais quels sont les impacts sur l'environnement du numérique à l'échelle mondiale aujourd'hui? Donc, dans les graphiques, enfin, l'information que vous commencez à regarder, maintenant, on parle de 4%, de 8% et de 10, 13, 14 incrémentation à cause de l'arrivée ou l'essor de l'intelligence artificielle. Mais on parle plutôt de que, oui, on a des on se dit ça, il y a une empreinte carbone qui peut remonter d'ici les prochaines années, mais maintenant, il y a des chiffres partout. Mais au-delà de ces chiffres, le plus important, c'est qu'il y a une réalité simple. Chaque action numérique, elle a un coût environnemental. Donc, il est important de mentionner, et je sais que vous le savez, parce que je sais que vous êtes déjà très sensibilisé par rapport au sujet, mais je vais le répéter encore une fois, que contrairement aux idées reçues sur l'Internet, que c'est immatériel, que c'est instantané, que c'est accessible partout, en tout le temps. Et le numérique repose sur des infrastructures physiques, des terminaux d'utilisateurs, c'est ça que nous sommes en train de faire, avec des réseaux, les infrastructures pour connecter tout ça, et bien sûr les centres de données, maintenant ils sont très nommés, et que se utilisent pour le stockage de données, qu'il faut fabriquer, qui consomment de l'énergie et qui génèrent des déchets. Donc,
Si on va un petit peu plus en détail par rapport aux requêtes, les fameuses requêtes HTTP, API et les réseaux sociaux. Et, oui. OK. On va prendre un exemple concret. Quand on fait une requête, on fait une demande sur Google, ChatGPT maintenant, ou dans les réactions des réseaux sociaux, soit un like ou un émoticône, quelque chose, ça c'est un ensemble de requêtes. Donc, chaque requête mobilise des milliards de ressources informatiques en millisecondes, on ne s'est pas rendu compte. Et ces infrastructures nécessitent des énormes quantités d'énergie, entre autres choses, pour fonctionner. Mais ce qu'on parle des impacts environnementaux, next, tu peux passer à la prochaine. Et en termes des impacts environnementaux du numérique, il y a des chiffres Google en 2024 qui sont sortis qu'au moins en 2024, plus 85,5 milliards de visites par mois, qui génèrent environ presque 100 000 requêtes par seconde. C'est pas par jour, c'est par seconde. Et on peut dire que de tous ces nouvelles 90 000, presque 100 000 requêtes, il y a un impact en termes de US, bien sûr. Donc, on va garder la chiffre 85 milliards en tête pour les prochains diapos. Mais si on regarde ici, on peut dire que ces 85 milliards de visites nous donnent, je ne sais pas comment traduire, c'est 1 million, ou plus d'1 million de tonnes de CO2 par année, juste en requête de Google. Donc, ça, c'est l'équivalent à 255 000 voitures qui roulent pendant une année. Ou il faut faire plus de 40 millions, il faut planter plus de 40 milliards de arbres pour compenser ces émissions. Donc, nous avons besoin, je ne sais pas combien de pays, de planètes pour mettre tous ces arbres. Donc, en plus de ça, les autres exemples directs qui sont reliés à l'impact du web, c'est par rapport à la création du web. Donc, un site web moyen a vu son poids tripler depuis 10 ans ou un petit peu plus, avec des images lourdes, des vidéos, des autoplays et des scripts inutiles. Donc, 85% des fonctionnalités ne sont jamais utilisées. Et la notre partie, que c'est l'optimisation. On parle ça au logiciel, et Alexandre va nous parler aussi plus tard de ces concepts. L'autre côté, c'est la partie de la automatisation, c'est-à-dire l'indexation des pages, parfois dupliquées ou obsolètes, gaspillent des ressources en réel bénéfice pour les utilisateurs. Et si on fait les liens, on peut dire que les SEO traditionnels génèrent un impact environnemental, bien sûr, avec l'explosion de l'IA et maintenant les outils IA qu'on utilise pour faire l'optimisation des SEO, qui est déjà polluante. Imagine les impacts comme sont doublés. Donc oui, les SEO traditionnels génèrent un impact environnemental, mais, encore une fois que je viens de répéter, les outils d'optimisation vont créer la génération massive de contenu, l'utilisation de l'IA, c'est-à-dire va augmenter la quantité de données nécessitant plus de stockage et d'indexation, dont la fabrication des data centers. Plus d'énergie, plus de sources d'énergie, est-ce qu'on va utiliser d'énergie nucléaire, énergie fossile? Donc ça, c'est plus ou moins les impacts que maintenant on est en train de vivre. En plus, on fait la saturation des résultats des recherches et des spams SEO. Donc, on va polluer, on n'a pas encore arrivé. Pardon. OK, on va polluer les résultats en même temps. Et gaspillage de ressources d'énergie partout. Il faut considérer aussi les biais algorithmiques qui va amplifier les inégalités et biais dans les contenus en ligne. Et les plus importants, c'est l'obsolescence technique. Avec l'obsolescence technique, on va accélérer, à cause de l'utilisation vraiment de tous ces outils, l'accélération de l'obsolescence dans le système qui va générer plus de déchets électroniques. Donc, nous savons quelque chose à vous dire que les SEO resterait toutefois pertinent dans l'ère de l'IA. Maintenant, nous devons choisir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poursuivre avec la course, la performance sans limite, c'est-à-dire on va commencer à adapter tous ces sortes d'outils qui sont maintenant partout. Je ne sais pas combien d'outils d'IA il existe maintenant. Ou on va adopter une approche un petit peu plus sobre et intelligente sur l'utilisation de l'optimisation. Et je pense qu'il y a 85 milliards de visites par mois, donc 85,1 milliards de raisons
pour lesquels il faut choisir la bonne adresse, c'est-à-dire la partie d'utiliser une approche plus sobre et plus intelligente. Et c'est justement ça que Alexandre va intervenir et qui va nous parler maintenant. Donc, il faut faire, c'est juste pour des recommandations avant de rentrer dans le vrai contenu des webinaires, c'est que nous devons faire un référencement plus sobre, plus efficace, qui répond aux besoins réels des utilisateurs sans gaspiller inutilement les ressources. Ça, c'est ce qu'on cherche dans les numéros responsables. Réduire la quantité de ressources utilisées. Donc voilà, je vais passer la parole à Alexandre et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Donc, bon webinaire. Eh bien, merci beaucoup à toi, Géraldine. Merci à Valérie et au collectif de m'avoir contacté pour ce webinaire. Je suis vraiment ravie. Et puis, c'est l'occasion, voilà, aussi de rendre ce sujet plus international. Donc, voilà, je suis très contente d'être là. L'idée aujourd'hui, c'est évidemment de vous montrer que il y a des choses qui vous paraissent des vérités toutes faites et qui sont en fait pas vraies et qu'on peut faire les choses de façon complètement différente. Et de façon, en effet, comme le disait Géraldine, plus sobre et beaucoup plus responsable. Alors, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez des notions quand même de base sur le SEO. Donc, évidemment, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. J'espère que voilà, vous trouverez de la valeur, en tout cas, dans ce webinaire. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions. Alors, on va commencer tout de suite. Donc l'idée, voilà, c'est de vous montrer qu'on peut tout à fait avoir une démarche SEO plus pertinente, plus pragmatique et moins polluante. Alors déjà, si on fait un état des lieux du SEO, j'ai envie de dire classique, ce qu'on peut dire, c'est que de façon générale, on a un peu vu aussi avec ce que vient de dire Géraldine, c'est que la tendance, c'est plutôt, le SEO a plutôt tendance à vous inciter à produire de plus en plus d'informations. Donc, on est quand même dans de l'infobésité, moi je l'appelle comme ça. Pourquoi on est dans cette démarche-là? Parce que malheureusement, il y a cette idée que pour améliorer, pour avoir plus de trafic sur le site, il faut toujours plus de pages, il faut toujours plus de ressources. Donc, plus de ressources, ça va être les images. Maintenant, c'est la mode des vidéos aussi. C'est encore plus lourd. Et il faut aussi faire ce qu'on appelle du netlinking, de préférence. Alors, le plus possible, le mieux, hein, comme on dit à chaque fois. Donc, obtenir un maximum de liens depuis d'autres sites, donc des backlinks. Et donc, comme on est dans cette démarche-là, forcément, ça n'incite absolument pas à la sobriété. Le deuxième problème que ça pose, c'est qu'évidemment, cette démarche SEO, elle peut soit être très coûteuse, si on externalise, par exemple, si on ne peut pas le faire soi-même, ou alors très chronophage, si on veut le faire soi-même. Ça incite aussi, dans les business models des agences et des consultants, à proposer des prestations qui sont assez longues et qui contiennent beaucoup de choses. Où on va proposer un audit technique, ok, c'est normal. Et puis, on va vous proposer aussi de faire régulièrement de la création de contenu. Voilà, 10 contenus par mois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, donc un rythme constant. Et on va vous dire aussi qu'il faut acheter des backlinks. Donc, ça fait qu'au final, on a un budget qui est quand même, qui peut être quand même assez conséquent tous les ans. Et l'autre, troisième problème, c'est que cette façon de faire, elle manque d'efficacité cruellement. Pourquoi? Parce que en fait, on a un peu cette course de je veux viser des mots-clés, je veux me positionner sur un maximum de mots-clés pour avoir un maximum de trafic. Sauf que si on veut viser des mots-clés qui rapportent beaucoup de trafic, c'est très concurrentiel, donc ça prend beaucoup de temps pour bien se positionner et de l'argent. Et le problème, c'est que cette métrique qui est toujours la course au trafic SEO, c'est pas du tout la bonne métrique en fait. Parce qu'en fait, on ne regarde pas ce qui se passe après. On se dit, super, j'ai plein de trafic, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que derrière, la personne, elle achète? Est-ce qu'elle elle souscrit à une newsletter? Est-ce qu'il y a une conversion, un lead, quelque chose? Donc ça, déjà, voilà, c'est pas une façon efficace de voir les choses. Et l'autre problème aussi, c'est que ces mots-clés-là qui sont très concurrentiels et qui sont souvent un peu, comme on dit, génériques, sont assez éloignés de la conversion. Ça veut dire que par exemple, sur un mot-clé assez large,
il n'y a pas forcément une intention d'achat derrière. Donc, est-ce que c'est intéressant de prendre beaucoup de temps prendre du temps pour se positionner sur un mot-clé où les gens vont se balader sur le site mais ne vont rien faire? Non, en réalité, c'est pas la meilleure démarche. Et puis, il y a aussi cette démarche SEO qui est de, comme ma métrique, c'est le trafic, je m'arrête là. Et donc, une fois que j'ai ramené le trafic, je ne fais plus rien d'autre et je ne m'occupe pas d'optimiser la conversion sur le site. Et ça, c'est quand même un vrai problème parce que c'est quand même le maillon le plus important derrière. L'autre chose aussi, c'est que du coup, je vous l'ai un peu dit, mais ça prend du temps. Ce SEO classique, ça peut prendre 6 à 12 mois, voire plus, pour obtenir des résultats selon les mots-clés qu'on vise. Et c'est évidemment beaucoup trop long. Et ça, voilà, c'est évidemment un vrai problème. Et c'est d'autant plus pas efficace qu'en réalité, alors moi aussi j'ai cette petite statistique que j'aime bien proposer, qui est que en réalité, donc là ça date de 2023, on a la quasi-totalité des pages qui n'obtiennent pas de trafic depuis Google. Globalement, qui ne servent à rien. Je tiens quand même à préciser que c'est un chiffre qui est en augmentation, parce qu'en 2018, on était à 91%. Donc, les choses ne vont malheureusement pas dans le bon sens. Alors, est-ce que l'IA fait que ça a aggravé? Peut-être, puisque l'IA nous promet de produire des contenus fantastiques en quelques secondes. Voilà, mais donc, quand on voit cette statistique, ça amène vraiment à se questionner sur la façon de faire. Voilà. Évidemment, c'est une pollution énorme pour rien. C'est du temps passé à créer des contenus pour rien, de l'argent gâché, clairement. Donc, il faut vraiment remettre en question le modèle classique du SEO. Déjà, il faut garder en tête que, en fait, il faut créer de la valeur. Quand on fait un site internet et qu'on fait des pages, il faut penser à pourquoi je le fais et est-ce que j'apporte de la valeur. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, c'est d'autant plus important que maintenant, depuis quelques années déjà, parce que le phénomène arrive depuis 2019, Google a tendance à vous donner beaucoup d'informations directement sur le moteur de recherche. Et ça fait que souvent, les gens vont sur le moteur de recherche, font une recherche et au final, ils ne cliquent sur rien, sur aucun résultat. Voilà, parce que on donne les réponses directement. Donc, je n'ai même plus besoin d'aller sur un site, puisque si je cherche des informations sur Céline Dion, on me met toute sa biographie. Si je veux savoir quelle assurance auto-choisir, on sort déjà un petit classement, histoire de me donner déjà des informations. Voilà, alors on l'a sous plein de formes. La météo, c'est pareil. Plus besoin d'aller sur un site internet, il vous donne la météo. Si, comme moi, vous aimez faire des karaokés, Google vous donne les paroles des chansons. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller sur un site non plus. Bref, des exemples comme ça, il y en a énormément. Et l'autre chose aussi, c'est que il faut vraiment garder en tête que ça ne sert à rien de faire un site internet si les gens qui viennent sur votre site ne sont pas vos prospects. Si c'est des personnes qui ne sont pas vos cibles, on passe à côté complètement de l'objectif. Et donc forcément, si mon trafic n'est pas qualifié, donc qualifié c'est un trafic avec des personnes qui correspondent à la cible, forcément, je n'aurai pas de conversion. Donc ça ne sert à rien de ramener beaucoup de trafic. Il faut vraiment se concentrer sur un trafic qui correspond à votre cible. Et ce n'est pas forcément tout le monde, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il vaut mieux que ce soit des gens qui correspondent justement à vos personas. L'autre chose aussi, c'est que une fois que les gens sont sur votre site, il faut aussi que tout soit fait pour que vous puissiez facilement transformer vos prospects en clients. Donc, c'est sûr que si vous avez des pages où la qualité n'est pas au rendez-vous sur vos contenus, que l'ergonomie est défaillante, forcément, ça ne va pas amener à la conversion. Donc, l'idée, c'est d'avoir une page l'idée, c'est de miser sur vraiment la qualité avec une écriture persuasive. On dit aussi le terme copywriting pour inciter la personne à passer à l'action. Et évidemment, il faut aussi qu'il y ait des appels à l'action sur votre page pour, selon les conversions que vous souhaitez. Voilà, ça peut paraître évident, mais ce n'est pas le cas sur la plupart des sites. Donc, dans l'idée, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, l'idée, c'est de se dire, si je fais une stratégie SEO,
il faut que ça soit au service d'un objectif commercial et il faut que je questionne chacune de mes actions que je souhaite mettre en place par rapport à cet objectif. Et il est là le pragmatisme, en fait. Si l'action que vous souhaitez mettre en place sur votre site en termes de SEO, elle ne sert pas de façon directe votre objectif de conversion, c'est même pas la peine, en fait. Donc, ça amène à revoir les choses de façon complètement différente. On va se concentrer sur les actions qui amènent un trafic qui est pertinent pour vous, du coup, avec un contenu qui apporte de la valeur à votre cible. Et dans l'idée, avoir un site où on fait le travail jusqu'au bout, c'est-à-dire faire en sorte de convertir le prospect en client. Et donc, forcément, quand on réfléchit comme ça, on va plutôt privilégier la qualité et l'efficacité à la quantité. Donc, il vaut mieux, en fait, faire moins, mais mieux pour avoir du résultat que faire beaucoup et que ça ne produise aucun résultat, comme c'est le cas dans beaucoup de sites, malheureusement sur beaucoup de sites que moi sur lesquels je suis amenée à travailler. Donc l'idée, et donc par rapport à tout ça, ce que je vais vous montrer, c'est que ce pragmatisme, cette efficacité, c'est totalement compatible avec une réduction d'impact. Au final, c'est assez logique puisque on va arrêter d'aller dans tous les sens et d'être dans cette infobésité et vraiment se concentrer sur l'essentiel. Alors, du coup, j'introduis la partie qu'est-ce que c'est vraiment le SEO responsable avec une phrase un petit peu choc que j'aime bien. Le meilleur SEO, c'est celui qu'on ne produit pas. Alors, s'il y a des adeptes du zéro déchet parmi vous, ça doit peut-être vous parler, puisqu'en général, la phrase, c'est plutôt le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, je l'emprunte exprès parce que vous allez voir que la méthode que je propose, elle est quand même directement inspirée du zéro déchet, nos fameux 5 R du zéro déchet. Donc, les 5 R, c'est quoi? C'est tout ce qu'on peut mettre en place pour réduire ces déchets. Et donc, on peut refuser un déchet, on peut réduire la quantité, on peut réutiliser, recycler ou rendre à la terre, le compost notamment. Et donc, on va appliquer une démarche similaire sur le SEO. Par rapport à ce que je viens de dire, déjà, on va remettre en question les actions. Et donc, on va voir si on peut refuser des actions SEO si elles ne sont pas pertinentes pour ma cible, si elles n'apportent pas de la valeur et si elles ne servent pas mon objectif de résultat. Et vous allez voir qu'on peut facilement le faire. On va voir que dans certains cas, on peut réemployer, c'est-à-dire plutôt que de partir sur quelque chose de neuf, on commence par capitaliser sur ce qu'on a déjà sur le site. Et on va voir que voilà, c'est beaucoup plus intéressant de le faire comme ça. Et on peut aussi réduire dans les actions, dans ce qu'on peut mettre en place, sans que ça heurte les objectifs commerciaux. Voilà, et j'appelle ça la règle des 3 R, SEO responsable. Et l'autre chose, c'est que je couple ça avec une notion d'optimisation de la conversion sur les pages qui sont vraiment clés et stratégiques en termes de SEO. L'idée, c'est d'avoir une page qui donne envie à votre cible de convertir. Donc, je vais vous donner des exemples des 3 R qui vont être appliqués à chaque pilier du SEO. Alors, je vais le rappeler, en SEO, on a une partie, on peut travailler de la technique, on peut travailler la partie contenu éditorial et on peut travailler la partie popularité qu'on appelle netlinking, donc l'obtention de backlinks. Et voilà, je vais vous montrer qu'on peut appliquer ce concept-là sur ces 3 piliers. Alors, sur le plan technique, on peut faire pas mal de choses. On peut refuser et réduire, surtout. Je vais vous donner quelques exemples. Refuser, refuser déjà de mettre en place énormément de choses qui ne donnent pas forcément de résultats. Alors, là, ce que je vous montre, c'est un petit screen. C'est des choses qu'on voit souvent. C'est les audits SEO, audits techniques SEO. Et très souvent, on voit des modèles de documents ou des audits où on vous dit on va tout vérifier, on a des checklists avec 150, 200 points, on va tout voir en long, en large et en travers. Et puis, généralement, le consultant va faire son audit avec toute cette checklist et vous allez avoir, du coup, une liste en général assez longue de changements à faire sur le site. Et parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, mais il faut vraiment que je fasse les 150 changements qu'on est en train de me demander de faire. Qu'est-ce qui est vraiment efficace? Qu'est-ce qui a de l'impact, en fait, par rapport à tous ces changements? Est-ce que ça vaut vraiment la peine?
que je prenne du temps pour faire ces changements-là, qu'est-ce que je peux en espérer? Et c'est vrai que en réalité, ce n'est pas une façon de faire très, très efficace. Ce qui est plus intéressant, et moi je l'applique, c'est de se dire, bah, finalement, ces recommandations techniques, il faut vraiment que je mette en place uniquement ce qui a un impact fort sur mon SEO. Et de préférence, je vais commencer par des choses qui ne prennent pas trop de temps. Donc, ça veut dire que moi, je vais systématiquement refuser, je ne vais pas recommander à mon client de mettre en place des optimisations pour un gain minime, alors que potentiellement, ça va lui demander beaucoup de temps. Ça, voilà, ça c'est un peu sur une démarche 20-80, loi de Pareto. Je trouve ça hyper important parce que ça fait économiser du temps, de l'argent et des ressources, parce qu'il faut des ressources aussi pour effectuer tous ces changements. C'est impactant aussi d'un point de vue carbone. Et donc, je vais donner quelques petits exemples de recommandations qu'on peut vous donner et qui, en réalité, n'ont pas d'impact du tout sur le SEO et que je recommande de ne pas faire. Ça peut être, voilà, par exemple, une page plan du site. Bon, c'est pas hyper utile. Réduire la taille de ces URL, c'est pas utile non plus. Voilà, réduire le JavaScript et les CSS. En fait, oui, enfin, si c'est pour gagner un tout petit peu, mais quelque chose de vraiment minime sur le poids de la page, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Donc, il faut vraiment, voilà, vraiment se concentrer sur des choses qui valent vraiment la peine par rapport à l'effort que ça va demander. On peut aussi refuser les médias dans certains cas, donc images et vidéos. C'est pas la vérité de se dire il faut absolument que je mette des images partout, que je mette des vidéos. En fait, pourquoi on met des images et pourquoi on met des vidéos? Le fait de ne pas en mettre, ce n'est pas forcément toujours un problème et ça ne va pas forcément avoir un impact sur le trafic SEO. Là, je vous donne un exemple qui est quand même assez criant. Typique de l'image inutile, voilà, c'est mettre une image parce que j'ai un article de blog, donc il faut que je mette une image. L'image n'illustre pas l'article, l'image n'apporte rien et l'image, sa thématique ne sera pas recherchée par les internautes. Donc typiquement, se questionner sur quel est l'intérêt de mettre une image. Voilà, vraiment, ça c'est déjà une première chose, parce que mettre beaucoup d'images, ça a un réel impact clairement sur le poids de la page. Donc si votre image est inutile, vous pouvez tout à fait refuser sans problème. Alors évidemment, il y a des cas où c'est difficile de s'en passer sur des pages produits, par exemple, sur un site e-commerce, ce genre de choses. Mais il faut vraiment vérifier, voilà, est-ce qu'il y a une demande aussi sur l'image ou pas? Et souvent, c'est pas vraiment le cas. On peut aussi agir sur le plan technique, sur faire en sorte que le site ait moins d'impact carbone, soit moins lourd notamment. On peut agir, par exemple, sur le poids des images. Donc ça, c'est assez facile à faire. On peut arriver, in fine, selon le format qu'on va choisir, pardon, je reviens là, à avoir des images qui sont finalement assez petites. On a des formats maintenant tels que le WebP ou la VIF qui sont très bien gérés par les navigateurs, notamment Chrome, et qui permettent d'avoir des images très très légères. Donc il faut vraiment faire l'effort de convertir sur ces nouveaux formats-là et puis de compresser les images. Sachant qu'on ne perd pas en qualité au niveau de l'écran, donc ça marche très très bien. On a aussi, évidemment, il y a aussi des choses qui sont possibles de faire au niveau des vidéos. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est les plugins qu'on a sur WordPress, Drupal, Magento, tout ça. Et ça, souvent, c'est un peu je prends un plugin dès que j'ai un besoin, je rajoute un plugin, sauf que au final, ça pèse assez lourd sur un site. Donc, je vous invite vraiment à faire le tri. Regardez bien, peut-être qu'il y a des plugins dont vous ne vous servez plus depuis déjà 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous n'en servez pas, clairement, ce n'est pas la peine de le garder. Il faut savoir que les plugins, ça mobilise beaucoup de requêtes HTTP supplémentaires. Donc voilà, c'est pas un petit gain le fait de faire le tri. L'autre chose aussi, c'est qu'il existe parfois des plugins multifonctions. Donc il vaut mieux avoir un plugin qui fait plusieurs choses que plusieurs plugins, parce que ça fait moins d'appels. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut vraiment bien supprimer votre plugin et pas juste le désactiver. Parce que si vous le désactivez, il est toujours là sur le serveur. Donc, faisons les choses jusqu'au bout. Et puis,
pensez aussi, des fois, on peut se passer d'un plugin, on peut avoir une alternative sans passer par un plugin. Je vais vous donner un exemple, mais si vous devez faire des redirections, on n'a pas besoin d'un plugin pour faire des redirections. Vous avez une technique beaucoup plus simple qui est d'écrire la redirection directement sur un fichier qui est à la racine de votre serveur. C'est beaucoup plus rapide pour la prise en compte et forcément, voilà, vous évitez à nouveau quelque chose qui va consommer de la ressource. Maintenant, si on applique nos fameux 3 R à l'éditorial, alors là, il y a pas mal de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, parce que là, on pourrait faire un sujet d'1 heure là-dessus, mais on va pouvoir vraiment faire les 3. On peut refuser, par rapport à ce que je disais en début de webinaire, l'idée, c'est d'être efficace, et on peut être efficace en se disant qu'on va uniquement se positionner là où on a un potentiel d'arriver rapidement à s'afficher en première page de Google. Si on voit, donc à l'inverse, si on voit que ça va être très compliqué, que les mots-clés sont très concurrentiels, eh ben ça ne sert à rien de s'échiner à essayer de se positionner dessus. Concentrons-nous sur des mots-clés qui sont moins concurrentiels, mais plus convertisseurs et pour lesquels on aura plus de facilité à aller chercher une 5e position, 3e position, voire première position. Alors, comment on fait concrètement pour aller choisir, comment savoir, voilà, comment on fait pour avoir l'idée, c'est d'avoir un trafic déjà au bout de 4-5 mois en choisissant les bons mots-clés. C'est d'aller regarder justement le potentiel de positionnement en première page. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir des mots-clés qui ont qui sont un minimum recherchés, évidemment, mais qui ne sont pas très concurrentiels et qui sont pertinents pour la cible. Déjà, en faisant ce premier tri, ça permet de se concentrer sur des choses beaucoup plus efficaces. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que pour s'assurer que c'est pas, pour voir si c'est vraiment difficile, on va aller regarder sur la première page, sur un mot-clé donné, un peu quel est l'état des lieux et quels sont les sites qui se positionnent. Et si on voit que les sites qui se positionnent sont des sites très forts, très puissants, avec des contenus hyper qualitatifs, c'est pas la peine. Pareil, on choisit un autre mot-clé. En revanche, si on voit que il y a des sites qui sont pas forcément très forts, où le contenu n'est pas très qualitatif, c'est un bon signe qu'on va pouvoir, nous, à l'inverse, rédiger quelque chose de bien, de qualitatif, d'optimisé, avec même de l'information que ne proposent pas déjà les autres sites. On va aussi travailler le maillage de ce contenu dans notre site Internet, et ça va permettre, du coup, de rapidement se positionner. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Là, j'ai un client en fait qui fait de la formation pour des professionnels de santé, et donc on a évidemment en France, on a de la chance, on a beaucoup d'organismes qui financent les formations, et on a notamment ce qu'on appelle le DPC et le FIFPL pour les professions de santé. Et donc l'idée, c'était de voir s'il y avait un potentiel pour faire un article sur les obligations de formation par rapport au DPC. Et là, quand je regardais, je m'étais dit, tiens, volume de recherche 50, alors c'est pas beaucoup, mais on est quand même sur une niche, donc c'est intéressant. Concurrence, alors sur un chiffre de 0 à 100, je me suis dit, ah, bon, ça a l'air plutôt intéressant, ça n'a pas l'air très concurrentiel. Et puis, je suis allée voir qui se positionnait dans la première page sur, donc, obligation triennale DPC. J'ai utilisé une petite extension de Moz pour regarder quelle était l'autorité de domaine des sites qui sont là, qui sont présents. Sachant que mon client, lui, il est à 13. J'ai vu qu'il y avait des sites, alors un peu forts, mais aussi des sites finalement pas très puissants, avec par exemple une autorité de 19, 14, 20. Bon, ça va. Et puis, l'autre chose aussi, je fais l'analyse un petit peu de quel est le contenu de ces sites-là, et je me rends compte en réalité que dans certains cas, le contenu, il n'est pas complet, il ne répond pas bien à la requête. Et là, je me dis, là, avec tous ces éléments-là, clairement, on peut espérer bien se positionner. J'ai fait cette méthode sur un autre terme, donc toujours nos fameux organismes de financement.
Et en fait, au bout de 30 jours, après avoir bien travaillé mon contenu et avoir bien maillé, en 30 jours, je suis arrivée 4e et 6e position. Un mois après, je devais être en 2e position. Voilà, et je me suis contentée en fait de publier la page en choisissant le bon mot-clé. Et c'est en l'occurrence un mot-clé qui est très intéressant parce que les gens souvent se posent plein de questions sur les organismes de financement et ça leur permettait d'avoir la réponse à leurs questions. Voilà, et évidemment, ça m'a apporté rapidement du trafic et quelques conversions. Alors, une autre idée reçue qu'on a en SEO, c'est que, je vous le disais, on passe son temps à dire il faut créer du contenu, créer du contenu. Et donc, les gens se disent, si je supprime des pages de mon site, je vais perdre du trafic, c'est sûr. C'est pas vrai, en fait. Tout dépend comment on fait. Alors, tout dépend les cas, mais dans pas mal de cas, en réduisant le nombre de pages, on peut améliorer les performances SEO de l'intégralité du site. Alors, c'est une technique qu'on appelle l'élagage de contenu. Je ne sais pas si certains connaissent. Alors, on dit l'élagage, c'est emprunté directement du vocabulaire de l'élagage qu'on fait des arbres. C'est exactement le même principe. L'idée, c'est de se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour permettre au reste, du coup, d'avoir un boost. Et donc, ça permet d'améliorer les performances SEO au global. Là, je vous donne un exemple. Alors, cet exemple, il est très fort parce que là, c'est un consultant qui a repris un site où il y avait des millions de pages qui avaient été créées avec l'IA, super, sauf qu'elles étaient très, très mauvaises. Et donc, alors ça représentait 80% du site, donc c'est quand même beaucoup. Ils ont tout supprimé. Et juste en faisant ça, donc sans rajouter le moindre contenu, ça a remonté le site tout de suite sur les autres pages. Donc, ça a amélioré les positions et ça a forcément fait plus de trafic et surtout plus de conversions. Alors, des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une vraie technique. Je le fais régulièrement. Je vois régulièrement, je reprends souvent des blogs où là, pareil, il y a énormément de contenus qui ne sont pas du tout qualitatifs ou qui sont hors sujet par rapport à la cible. Et le fait de les enlever, ça améliore les performances. Alors, pourquoi ? Déjà, parce que Google n'a pas un temps infini pour visiter les sites. Il fait ça toute sa journée, mais il en a quand même beaucoup, donc il va vite. Donc, plus il peut facilement accéder à vos pages, le mieux c'est. Le fait de faire de l'élagage, ça va aussi clarifier et simplifier les arborescences du site. Donc, forcément, ça, c'est mieux aussi pour l'utilisateur et aussi pour Google. On va aussi supprimer les effets de cannibalisation. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand on a deux pages qui se concurrencent en SEO. Alors, et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on n'arrive pas à se positionner bien puisque Google ne sait pas laquelle, finalement, il doit mettre en avant. Et donc, souvent, quand il y a deux pages qui se cannibalisent, on en supprime une ou on la redirige vers l'autre. Et en général, ça améliore tout de suite les performances. L'autre chose aussi, c'est que si vous laissez du contenu périmé, donc pas mis à jour, pas qualitatif, ou sur lequel Google voit qu'il n'y a personne, il n'y a aucun trafic, ça envoie des signaux assez négatifs sur la qualité de votre site. Et donc, ça va impacter aussi les autres pages. Et chose plus récente qu'on a pu constater, c'est que pour Google, il faut que des contenus, votre blog, votre contenu éditorial soit cohérent par rapport à votre cœur de métier, à vos pages plus commerciales, par rapport à ce que vous faites, à votre activité. S'il y a quelque chose de complètement décalé ou qui est très bizarre, en fait, très très loin du sujet sur lequel vous êtes légitime, ça peut être pénalisant. Là, on l'a vu assez récemment, vous avez peut-être entendu parler, c'est HubSpot, donc, qui est un outil assez connu dans le web marketing parce que c'est un gros outil de CRM. Alors, ils ont tellement fait de contenu qu'ils sont allés très, très loin sur les thématiques et ils ont, alors, je vous ai mis des petits exemples, mais ils ont, par exemple, fait des articles qui n'ont plus rien à voir, en fait, avec leur expertise. Et donc, ils se sont pris une claque, là, en début d'année, parce que Google a dit les gars, on arrête, là, vous allez sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites, c'est pas sérieux, vous n'êtes pas légitime. Vous faites ça pour faire du trafic, ça n'a pas d'intérêt en fait, puis ça ne sert pas votre cible, donc pénaliser. Voilà. Et il y a eu un autre cas aussi récemment d'un autre site, je crois américain, où il est arrivé à peu près la même chose. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important de se dire
il y a des fois, il ne faut pas hésiter à trancher et à se dire qu'il vaut mieux se débarrasser des choses qui ne sont pas bonnes plutôt que de les garder. Et on peut aussi réemployer du contenu. Je vous le disais, parfois, il vaut mieux faire avec l'existant que de faire du nouveau. Là, c'était une petite étude justement par HubSpot qui montrait qu'on avait des meilleurs résultats après avoir mis à jour un contenu. Alors pareil, des exemples, vous en trouverez plein, mais en effet, avec un simple petit changement dans un site, en mettant à jour les chiffres, en rajoutant un petit paragraphe, là, ici, dans ce cas, ils ont doublé le trafic, en fait, juste en mettant à jour un article. Moi, j'ai pu constater aussi que c'est beaucoup plus facile de bien se positionner en mettant à jour un article qu'en créant un nouvel article, parce qu'il faut du temps après à Google pour le connaître quand il est tout neuf. On arrive du coup au dernier pilier du SEO que moi j'appelle du coup le faux troisième pilier du SEO. Vous allez voir pourquoi. Donc le netlinking, le fait de chercher à avoir des backlinks vers son site. Alors là aussi, beaucoup d'idées reçues sur ce sujet. Le netlinking, c'est obligatoire si on est en première page. C'est incontournable. Si on veut avoir des résultats, il faut faire du netlinking. En fait, non. Voilà, il y a beaucoup de cas où on peut refuser de faire du netlinking. On n'en a pas besoin, tout simplement parce que, au vu de tout ce que j'ai dit, on peut atteindre déjà des très bons résultats sans faire de netlinking. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'était sans faire du netlinking. Voilà, donc pourquoi ? Parce que je vise des mots-clés qui sont intéressants pour ma cible et pas très concurrentiels, donc je n'ai absolument pas besoin d'acheter des backlinks ou d'essayer d'obtenir des backlinks de façon gratuite. Je le vois plus comme un levier à activer si vraiment vous avez déjà tout essayé, que le mot-clé il est moyennement concurrentiel, mais très souvent, il suffit de bien retravailler. Souvent, c'est le maillage du site qui est défaillant. Voilà, moi, je sais que pour la plupart des sites sur lesquels je travaille, j'ai peut-être une page où je vais avoir besoin de faire du netlinking et encore. Voilà, c'est pas du tout automatique. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on va parler de netlinking, vous avez des techniques très différentes et certaines sont beaucoup plus gourmandes que d'autres, on va dire, en termes de consommation de ressources. Et du coup, je me suis amusée à mapper en fait les différentes techniques de netlinking par rapport au niveau de difficulté de mise en place et l'impact que ça peut avoir, l'impact carbone. Et clairement, vous avez en fait dans le lot quand même pas mal de techniques, souvent gratuites, voire pas trop chères, qui vous permettent d'obtenir des backlinks sans que ça ait un impact carbone trop lourd, parce que, par exemple, réclamer des liens depuis un partenaire, voilà, c'est pas très compliqué, ça coûte pas cher, c'est juste un lien, etc. Par contre, évidemment, vous avez des techniques pas éthiques et très mauvaises sur le plan éco-responsable que je vous invite du coup à ne pas suivre. Voilà, donc si je dois faire un bilan, si je compare le SEO classique versus le Green SEO, clairement, il n'y a pas photo. Le Green SEO, ça va vous prendre moins de temps ou vous coûter moins cher puisque vous allez vous concentrer sur vraiment les actions qui comptent et qui sont efficaces et qui produisent des résultats. Vous pouvez gagner des positions en supprimant du contenu, donc ça va toujours plus vite que d'en produire. Vous allez plus facilement obtenir des bonnes positions sur des mots-clés qui sont beaucoup plus convertisseurs. Vous allez avoir des pages aussi beaucoup plus optimisées pour la conversion. Et donc forcément, voilà, tout est bénéfique, quasi pas de budget netlinking, plus facile d'obtenir ses objectifs business et forcément une baisse de l'impact carbone dans le sens où vous allez réduire un maximum, travailler un maximum pour que le site soit moins lourd, plus éco-responsable. Et l'autre chose importante, c'est que du coup, ce qu'on garde en tête, c'est que la KPI phare, c'est bien les conversions et pas le trafic. Donc, ça découle de tout ce qu'on vient de voir. Et voilà, j'en ai fini. Ouais. Merci, Alexandra. Alors, non seulement c'était hyper pertinent et intéressant, mais en plus, tu rentres dans le temps. C'est génial. Merci. Fait que vous voyez, c'est un énorme sujet. Avant, dans le fond, que
je vous laisse poser des questions. Peut-être juste si ça ne te dérange pas d'aller à la slide suivante. Ah oui, tout à fait. En fait, je vous invite à scanner ce QR code pour nous donner votre avis. Le sujet sur le SEO responsable, c'est un sujet en fait dont on n'entend pas souvent parler. On pourrait vous offrir une formation sur le SEO responsable, mais on veut juste mesurer votre intérêt. Donc, si vous pouvez prendre, promis, ça prend 2 minutes, vraiment, même peut-être une. Donc, juste nous dire si ça vous intéresserait et d'avoir participé à ce questionnaire-là vous permettrait d'avoir un 25% de réduction si jamais au moment de l'ouverture de l'inscription de la formation. Alors, merci beaucoup. Je vais réouvrir en fait vos micros et voir un petit peu s'il y a. Donc, j'ai pas vu de questions dans le chat. Est-ce que une personne, en fait, on peut poser la question comme ça à main levée ou dans le chat. Est-ce que quelqu'un aurait des questions, voudrait briser la glace, en savoir plus ou si elle voudrait réagir sur certaines choses? Code QR utilisé. Bon, ben voilà, bravo. Alors, désolé, c'est ma faute. Je vais essayer de je vais vous envoyer le lien dans le chat. En attendant, questions, réactions? Je sais que c'est un sujet quand même vaste, évidemment. Quelqu'un veut se lancer? Ah, j'ai l'impression que... Peut-être, si tu veux, on peut peut-être... moi, sinon, je peux poser des questions aussi. Vas-y. Alors, est-ce que la présentation sera partagée? Oui. Alors, de toute façon, il y aura le replay, mais après, oui, je peux vous présenter. Je peux aussi partager la présentation. Tout à fait. Oui, moi, j'ai une question du coup, parce qu'on a quand même 33 personnes. Ça m'intéresse d'avoir le feedback. Est-ce que vous pensez, par rapport à du coup ce que vous avez pu voir, qu'il est possible d'actionner un SEO plus responsable? Si vous réfléchissez peut-être pour votre site ou les sites des clients, par exemple, est-ce que ça vous paraît faisable? Je vois des têtes qui... Il y a des pouces. Il y a des pouces qui se lèvent. C'est bien. OK. Qu'est-ce que tu recommanderais, Alexandra, comme première action? Pour moi, la première chose à faire, c'est vraiment faire un bilan éditorial de ces contenus. Pour tous ceux qui ont un blog, notamment quand on a un blog depuis plusieurs années, en général, on ne va pas trop se remettre sur les anciens articles. Mais c'est vraiment pour moi la première chose à faire, c'est refaire un bilan de « Ok, cet article-là, il a 4 ans. Concrètement, est-ce qu'il a encore lieu d'être là? Oui, non. Est-ce qu'il m'a rapporté du trafic? » Alors, il faut regarder un petit peu avec un peu de données. Regardez le trafic que ça vous génère. Est-ce que derrière, il y a de l'interaction? Ou est-ce que les gens s'en rendent? C'est tout. Et faire le tri. Et si vous voyez qu'il y a un intérêt, qu'il y a du trafic, mettez à jour les articles, surtout. Ça, c'est super important. Donc, c'est pas très, très compliqué, mais il faut en effet se prendre un temps pour se poser. Mais c'est vrai que mettre à jour les articles, c'est hyper important parce que c'est vite une information et obsolète. Il y a une loi qui est passée, c'est bon, il faut que je le mette à jour. Voilà, il y a aussi un sujet que j'ai pas eu le temps d'aborder, mais quand on est sur des sujets un peu marronniers, c'est-à-dire des choses qui reviennent tous les ans. Donc, typiquement, si vous communiquez sur la fête des mères, la Saint-Valentin, Noël, etc., c'est pas la peine de faire un nouvel article tous les ans. Reprenez l'article que vous avez fait l'année dernière, mettez-le à jour. Et du coup, ça sera beaucoup plus rapide pour bien vous positionner puisque votre article est là un historique. Et Google le connaît déjà, il va voir que vous l'avez mis à jour. Et donc là, ça permet du coup de se repositionner très vite. Donc ça, voilà, c'est vraiment les choses à faire, première chose à faire, je pense. Super. Ah, Julie a une question. Merci de briser la glace, Julie. On t'écoute. Non, malheureusement, c'était juste pour... J'avais l'intention de mettre mon pouce en l'air pour les premières actions qu'Alexandra vient juste de nous donner. Je trouvais ça très concis et très parlant. Super. Ben, merci, Julie.
Alors, on a une question dans le chat que je viens de voir. Audrey, si on n'a pas encore d'article sur un site, est-ce nécessaire d'en créer malgré tout? Eh ben, bonne question. Alors, j'en reviens à quelle est l'utilité de le faire? Est-ce que ça sert, voilà, pour quel objectif? Est-ce qu'il y a un objectif particulier? S'il n'y en a pas, c'est pas la peine. Voilà, il faut vraiment sortir un peu de cette logique de il faut faire des articles pour faire du trafic. D'accord, mais du trafic avec qui et pourquoi? Si ça sert à rien, il faut vraiment pas le faire en fait. Il faut se questionner parce que ce qui est jamais évident non plus, c'est il faut vraiment repartir de ces cibles, de ces personas et se demander s'il y a des sujets vraiment qui les intéressent, sur lesquels ils ont besoin de valeur, d'informations. Alors ça, en général, soit vous avez vos personas déjà, soit vous pouvez aller reposer des questions à vos clients pour un peu sonder et voir l'intérêt. Mais c'est vraiment ça. Si partez pas du principe que parce que vous pensez que le sujet est intéressant, ça va plaire à vos cibles. Vous n'êtes pas à votre cible. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors, il y a Géraldine et Julien. En fait, une question, c'est bien sûr, moi j'adore les sujets et malgré qu'on a discuté à plusieurs reprises, je me pose la question, comment Alexandre peut gérer tout ce que tu viens de dire avec l'essor de l'intelligence artificielle afin de trouver un équilibre? Est-ce qu'il utilise des outils basés sur les IA pour faire l'optimisation en prenant en considération, par exemple, les 3 règles de SEO technique? Comment tu peux faire ça? Parce que c'est inévitable de ne pas utiliser l'IA, ou probablement il y a beaucoup de monde qui pense juste utiliser l'IA. Mais dans ces cadres de responsabilité, comment on peut gérer ça? Mais en fait, pour moi, l'IA, c'est exactement le même problème que là, celui que je viens de dire. C'est concrètement, est-ce que j'ai vraiment besoin de passer par l'IA? Je vois de plus en plus d'articles où on vous dit que vous allez gagner du temps en utilisant l'IA, sauf que quand je regarde l'utilisation, ça ne sert à rien. Donc, en fait, ça ne vous fait pas gagner du temps. Si c'est pour faire quelque chose qui ne sert à rien. Sur le SEO, il faut faire très attention avec l'IA parce que, encore une fois, ce n'est pas l'outil qui va faire le travail à votre place. Sur le plan technique, ça peut aider un petit peu pour, moi notamment, pour faire quand je fais un bilan éditorial, je lui donne mes critères et je lui demande de regarder toutes les URL. Alors, je lui donne aussi toute la data que j'ai sur les pages du site pour qu'il me ressorte un bilan. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais évidemment, il faut vraiment être vigilant derrière parce que même comme ça, il fait des erreurs. Pour la rédaction, alors, peut être intéressant moi, je pense plutôt faire des plans de contenu. Alors, évidemment, il faut le nourrir avec des choses. Vous ne pouvez pas juste dire tiens, je te balance mon persona et dis-moi qu'est-ce que je vais faire comme contenu. Ça ne marche pas parce qu'il faut que vous validiez l'intérêt du contenu. Il faut que vous validiez que le mot-clé, il est pertinent et ça va être efficace. Ça, l'IA ne vous le fera pas à votre place. Donc, c'est une aide. Mais pareil, pour rédiger totalement un contenu, moi, je ne le fais pas. J'ai constaté que ce n'était pas du tout à la hauteur, ça n'allait pas. Dès que vous êtes en plus sur des sujets un peu techniques, c'est catastrophique. Je pense à tout ce qui est juridique, santé, notamment financier. Vous ne pouvez clairement pas rédiger avec l'IA, ce n'est pas possible. Donc, voilà, ça peut vous aider, mais je l'utiliserai déjà vraiment uniquement quand je détecte un usage vraiment utile, mais pas l'utiliser pour l'utiliser. Voilà, toujours pareil, en fait, il faut être raisonné il faut se poser des questions avant de passer à l'action. Et quand on se pose des questions, c'est intéressant parce que là, on voit que finalement, ce qu'on nous dit n'est pas forcément toujours la meilleure chose. Alors, Julien? Oui, Alexandra, premièrement, je souhaite te féliciter. Donc, je suis administrateur à Masse Critique, mais j'étais ici en tant qu'observateur très, très attentif. Je n'ai pas participé à la préparation de ce webinaire. Je n'en connaissais pas le contenu et je l'ai trouvé vraiment extrêmement pertinent et extrêmement concret. Donc, vraiment, bravo, félicitations. Merci. Ma question est justement pour rendre la chose encore plus concrète. Aurais-tu un top 3 ou top 5 d'outils
que tu suggères justement, parce que encore une fois, j'ai adoré ta position. Là, tu ramènes du gros bon sens dans la manière d'aborder le SEO. Tu as parlé de cette extension Chrome, Moz, là, pour voir directement le domain authority des concurrents et tout ça. Est-ce que tu as 2-3 autres pépites à partager très concret, pratico-pratique? Alors oui, alors j'y a, ça c'est vrai que je l'avais enlevé parce que je pensais qu'on n'aurait pas le temps. Request Map Generator, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, alors quand on parle de poids de page, souvent vous allez utiliser Google PageSpeed Insight qui va vous dire ta page sur 0 à 100, je lui mets 50, elle est un peu lourde, enlève mini-fil, CSS, machin. Alors, il faut prendre ça aussi avec des baguettes, hein, des fois ce qu'il dit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi tous les outils tiers que vous mettez sur votre site, type Tracking Analytics, type outils d'emailing, ce genre de choses qui vont se rajouter. Ça, souvent, ça alourdit aussi. Je pense notamment, le truc horrible, c'est le chat Facebook. Mettre le chat Facebook sur son site, alors là, vous plombez votre site, c'est fantastique. Et en fait, cet outil, alors je vais vous mettre le… Alors, est-ce que c'est celui-là ? URL, voilà, c'est ça. Ça vous permet de voir justement quels sont les autres outils tiers qui plombent un peu votre site. Alors, ça va vous sortir des mappings. Je vais faire le test. Alors, est-ce que j'en ai un là, moi, à dispo? Ah non, peut-être pas. Et moi, ça me permettait de voir, par exemple, on avait un moment un outil, c'est Mailchimp, qui était plugué sur le site WordPress. Et là, pareil, hein, ça nous plombait complètement, ça nous rajoutait pas mal de JavaScript. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, on pense pas forcément. Donc, je pensais à cet outil-là. Et après, un outil que j'ai découvert récemment, qui est un outil qui va évaluer l'impact carbone des pages en fonction aussi du trafic. Ça s'appelle Greenoco. Alors, pareil, je vais vous donner… Alors, il y a il est possible de l'essayer gratuitement. Après, il y a un premier plan qui n'est pas très cher, mais ça, c'est pas mal du tout. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait un manque un peu dans les outils de web performance, parce qu'on a d'un côté des outils qui vont dire, qui vont analyser la vitesse de la page, le temps de chargement de la page. Ça, il en existe plusieurs sur le marché. Après, on avait quelques sites qui permettaient d'évaluer de façon, page par page un peu l'impact carbone, type, je ne sais plus le nom, il y avait 2 outils américains, un outil français, mais il n'y avait pas forcément un outil qui permettait de tout voir dans son ensemble. Greenoco, ça vous dit donc, ça vous classe l'impact carbone des pages et ça vous dit aussi qu'est-ce qu'il faut faire concrètement après pour s'améliorer là-dessus. Donc, je le trouvais plutôt pas mal. Et après, vous avez des outils un peu plus classiques en SEO pour faire du suivi, par exemple, de position de mots-clés. Alors, moi, j'ai découvert une alternative à SEMrush, parce que SEMrush, ça coûte extrêmement cher, pour ceux qui connaissent. Exact, ouais, le premier plan est déjà, pour moi, 120 € ou 130 €, un truc comme ça. Une bonne alternative, c'est SE Ranking, que moi j'ai découvert et qui fait très bien le job, qui vous fait aussi des audits techniques. Vous pouvez regarder le netlinking, vous pouvez aussi scanner des sites, un peu si vous souhaitez voir comment vos concurrents, si vos concurrents sont bien positionnés et sur quels mots-clés, vous avez la possibilité de le faire aussi. Et du suivi de mots-clés en fil rouge, ça c'est possible aussi, après avec des plans différents évidemment. Et ça coûte, c'est 3 fois moins cher, quelque chose comme ça. Je crois que je paye 40 € par mois. Donc celui-là, voilà, je vous le recommande. SE Ranking. Super. Ouais, SE Ranking, ça s'écrit. Est-ce que c'est celui que j'ai mis dans le chat? Alors, je sais pas. Ah, ben ça doit être ça, ouais. Super. Ouais, écoutez, je connais aussi, ouais. Merci 1000 fois, Alexandra, pour tous ces liens, cette présentation vraiment, vraiment éclairante. 1h02, donc je vous laisse aller à tous. Merci. N'hésitez pas, si vous voulez de toute façon revoir
La présentation, ça va être disponible dès demain sur notre chaîne YouTube. Je mettrai les liens là, sur nos réseaux sociaux habituels. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci.